À seulement 18 ans, Ruth fut contrainte d'épouser un éleveur veuf père de deux enfants. Elle pensait que sa vie était finie, mais ce qui se passa ensuite bouleversa tous les cœurs de la ville, les brisant et les réparant à la fois. Le vent soulevait la poussière tandis que Ruth serrait plus fort autour de ses épaules le vieux châle de sa mère, les mains tremblantes non pas à cause du froid, mais à cause de ce qui l'attendait à l'intérieur de cette chapelle, un cheval hennissant au loin. Le ciel au-dessus d'elle était gris, indécis, tout comme son cœur. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Son père se tenait à 2 pas derrière elle, sa main fermement posée entre ses omoplates. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. C'était en train de se produire. Elle allait épouser un homme qu'elle n'avait rencontré que 3 jours auparavant. Un homme avec 2 enfants, un homme qui avait presque 2 fois son âge. La porte en bois s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, la moitié de la ville était assise en silence. Ils n'étaient pas là par joie. Ils étaient venus par curiosité, par pitié ou par cette cruelle soif que certains ressentent lorsqu'ils voient la vie d'autrui s'effondrer. Et Ruth sentait tous les regards posés sur elle. Ses bottes résonnaient alors qu'elle s'avançait dans l'allée. Cette robe avait été cousue à la main la veille, blanche mais simple, et elle ne lui appartenait même pas. Elle avait appartenu à une cousine qui s'était enfuie avec un mineur et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Ses doigts tordaient l'ourlet jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Au bout de l'allée se tenait l'homme qu'elle allait appeler son mari, Nathan Ward, un grand éleveur aux épaules larges, à la peau burinée et au visage marqué par le chagrin. Il ne souriait pas, ne semblait pas en colère non plus, juste fatigué, usé comme le cuir d'une vieille selle. Ses 2 enfants, Myriam, 7 ans, et Levi, 5 ans, se tenaient raides à ses côtés, se tenant la main et semblant aussi confus que Ruth se sentait. La voix du pasteur résonnait dans ses oreilles. Son père la donnait comme s'il vendait une chèvre. Pas de bénédiction, pas de prière, juste le signe de tête d'un homme qui voyait Ruth comme une dette remboursée. Sa mère était morte 2 hivers auparavant, et dès qu'elle avait disparu, la chaleur de la maison avait disparu aussi. La main de Nathan prit la sienne, cailleuse, lourde, mais il ne la serra pas. Son toucher, malgré toute sa force, était étrangement doux. Il murmura un seul mot lorsque les vœux furent prononcés. « Merci. » C'était tout. Au coucher du soleil, elle n'était plus Ruth Hero. Elle était Ruth Ward, l'épouse d'un étranger, la belle-mère de 2 enfants effrayés, la maîtresse d'une maison qu'elle n'avait jamais vue. Le trajet jusqu'au ranch des Ward fut long et silencieux. Elle s'assit dans le chariot à côté des enfants, tandis que Nathan menait le cheval. Myriam était assise, raide, la mâchoire serrée. Levi serrait un ours en bois dans ses mains, les yeux rivés tantôt sur Ruth, tantôt sur la route de terre. La cabane apparut juste au moment où le crépuscule tombait. C'était une maison modeste, avec une cheminée penchée sur le porche délabré, mais les fenêtres brillaient d'une lumière chaleureuse. Ruth eut un pincement au cœur. C'était désormais chez elle. À l'intérieur, une odeur de cendre, de ragoût et de vieux bois l'enveloppa. Nathan lui montra une petite pièce à côté de la cuisine. « Sa chambre, dit-il, pas la leur. » Il ne la toucha pas, ne lui jeta même pas un regard possessif. « Tu trouveras les choses difficiles, dit-il, mais je ne te ferai pas de mal, jamais. Tu auras ce qui m'appartient, et avec le temps, si nous trouvons la paix, peut-être plus. » Elle resta là, silencieuse, le regardant disparaître dans le couloir qui menait à la chambre qu'il partageait avec ses fantômes. Ce soir-là, Ruth s'assit près de la cheminée avec une tasse de thé léger. Les enfants avaient mangé et étaient allés se coucher sans dire un mot. Elle ne pleura pas. Elle en avait envie, mais les larmes ne venaient pas. Peut-être parce qu'une partie d'elle-même s'était transformée en pierre ce matin-là, lorsque son père avait prononcé pour la première fois le nom de Nathan Ward. Les jours qui suivirent ne furent pas désagréables, mais ils étaient vides. Ruth cuisinait, nettoyait, apprenait où étaient conservées les céréales, apprenait à calmer les cauchemars de Lévi et laissait Myriam tranquille. Nathan partait à l'aube et revenait au crépuscule. Il n'élevait jamais la voix, ne lui demandait jamais rien, mais il ne souriait pas non plus. C'est au cours de la 5e nuit que quelque chose changea. Elle entendit des pas sous sa fenêtre, pas aussi lourds que ceux de Nathan, plus légers, plus rapides. Elle sortit sur le porche, une lanterne à la main. Le vent s'était levé à nouveau, sifflant à travers les arbres, puis elle aperçut un mouvement.
une silhouette près de la grange. Ruth retint son souffle. Elle descendit prudemment, ses bottes crissant sur le gravier. Elle contourna la grange et le vit. Le vit vêtu uniquement de sa chemise de nuit, les joues baignées de larmes, pointait du doigt l'obscurité. « Je l'ai vu », murmura-t-il. Maman Ruth s'agenouilla. « Mon chéri, ta maman est auprès du Seigneur. » Il secoua vigoureusement la tête. « Non, j'ai vu sa robe. Elle était blanche et elle m'a fait signe. Elle le serra contre elle. Sa peau était froide. Il ne mentait pas. Il y croyait. » Lorsque Nathan sortit quelques instants plus tard, il prit le garçon dans ses bras. « Il la voit parfois, » dit Nathan doucement. « Cela a commencé 1 semaine après son décès. Je ne sais pas si c'est de l'espoir ou un fantôme. » Cette nuit-là, Ruth resta éveillée près du feu, les braises rougeoyant faiblement. Une question la taraudait profondément. Était-elle juste une remplaçante, un corps chaleureux pour cuisiner et empêcher les enfants de s'effondrer? Ou y avait-il quelque chose de brisé dans cette maison dont personne n'osait parler? À la fin de cette semaine, Ruth avait commencé à faire la lecture à Myriam le soir. La fillette ne répondait jamais, mais elle ne partait pas non plus. Chaque soir, Ruth ouvrait le même livre, une vieille histoire défraîchie sur un ours dans une tempête de neige. Chaque soir, Myriam restait allongée sans bouger et fixait le plafond. Mais un soir, sans lever les yeux, Myriam dit « Maman faisait les voix. » Ruth retint son souffle. « Tu veux que j'essaye? » Myriam tourna légèrement la tête. « Tu n'es pas obligé. » Mais le lendemain soir, Ruth essaya, et le soir suivant, Myriam sourit. Pas un grand sourire, pas un long sourire, mais un sourire sincère. C'est le 10e matin que la lettre arriva. Un inconnu arriva à cheval au ranch, tendit une note pliée à Nathan et repartit sans un mot. Nathan resta immobile sous le porche pendant qu'il la lisait. Son visage changea. Quelque chose de sombre le traversa. Il entra dans la maison, tendit la lettre à Ruth et dit simplement « Cela change la donne. » La lettre était signée par Claire, sa cousine aînée, celle qui s'était enfuie. Elle écrivait « Ruth, j'ai découvert ce que ton père a fait. Il t'a vendu pour rembourser une dette qu'il avait envers Nathan. Il ne t'a jamais dit la vérité. Nathan ne voulait pas te prendre, mais ton père ne lui a pas laissé le choix. Il y a plus, mais je ne peux pas l'écrire ici. Retrouve-moi. Je suis à Birch Hollow. Viens seul. » La lettre glissa des doigts de Ruth. Vendue. Pas mariée, pas offerte, pas arrangée, vendue comme du bétail. Ruth leva les yeux et vit Nathan qui l'observait depuis l'autre bout de la pièce. « Je ne voulais pas de ça, dit-il. Je lui ai dit que j'attendrais. Je ne voulais pas faire entrer un autre étranger dans leur vie, mais il n'a pas voulu entendre raison. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Parce qu'à ce moment-là, tu avais déjà franchi le seuil de cette maison, et quelque chose en toi m'avait redonné le sentiment d'être chez moi. Je ne voulais pas faire fuir cela. » Le silence qui suivit était insupportable. Elle quitta la maison cet après-midi-là. Elle ne fit pas ses valises, ne dit pas au revoir aux enfants, ne sella même pas un cheval. Elle marcha vers Birch Hollow, vers la vérité. Mais ce qu'elle trouva dans ce vallon était bien pire qu'un secret. C'était un choix, et elle ne serait pas la seule à devoir le faire. La route menant à Birch Hollow était longue et escarpée, creusée à travers les pins et le schiste, avec des lacets si étroits que Ruth se demandait parfois si elle était toujours sur le bon chemin. Elle n'avait rien mangé depuis l'aube. Le ciel était à nouveau gris, et le vent tirait sur son châle comme s'il voulait l'arrêter, mais elle continuait d'avancer, un pied d'après l'autre, ne pensant qu'à la lettre et à Clara. Sa cousine avait disparu 2 ans auparavant. La famille chuchotait à son sujet avec honte et suspicion, disant qu'elle s'était enfuie avec un joueur ou pire encore. Mais Clara avait toujours été sauvage, farouchement indépendante, tout ce que Ruth aurait voulu être. L'idée qu'elle revienne maintenant, juste à temps pour révéler la vérité derrière son mariage, rendait Ruth à la fois malade et pleine d'espoir. Elle avait besoin de réponses, elle les méritait. Lorsque Birch Hollow apparut enfin, le soleil commençait à se coucher. L'endroit n'avait rien de spécial. Un groupe de 3 cabanes nichées entre des falaises et une forêt dense, abandonnée depuis longtemps, sauf par ceux qui ne voulaient pas être trouvés. Ruth quitta le sentier et traversa prudemment la clairière. De la fumée s'échappait de la cheminée d'une des cabanes. C'est là qu'elle trouva Clara. La porte s'ouvrit en grinçant avant que Ruth n'ait pu frapper. Sa cousine se tenait sur le seuil, l'air plus âgé, plus dur. Ses cheveux étaient plus longs,
strié de gris, et ses yeux reflétaient quelque chose qui n'y était pas auparavant. De la peur. Ruth, dit-elle en l'attirant à l'intérieur. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Tu as dit qu'il y avait autre chose, dit Ruth. Je suis venue seule. Clara ferma la porte et la verrouilla derrière elle. Alors assieds-toi et que ce que je vais te dire ne te plaira pas. Ruth s'assit raide sur le banc en bois près du feu. Clara ne fit pas de détour. Elle ne prit pas de précautions. Elle s'assit en face de Ruth et lui asséna la vérité comme un coup de marteau. Ton père avait une dette envers Nathan Ward. Tu le sais, mais ce n'était pas de l'argent. C'était de la terre. Ruth cligna des yeux. De la terre. Clara acquiesça. Ta famille possédait une bande de terre fertile juste à l'ouest de Miller Creek. La terre de ta mère était techniquement riche, avec un accès à l'eau, parfaite pour le bétail. La défunte épouse de Nathan était malade, mourante. Il avait besoin d'un endroit où les hivers étaient plus doux. Ton père lui a offert la terre en échange de ton mariage. Il a prétendu que cela avait allégé le fardeau. Il a dit que tu étais de toute façon en âge de te marier. La voix de Ruth s'est brisée. Il m'a échangé contre de la terre. La voix de Clara s'est adoucie. Il pensait que Nathan était un homme sûr, qu'il te traiterait bien, mais il se moquait de ton consentement. Il ne pensait qu'à son propre intérêt. Ruth ravala la bile qui lui montait à la gorge. Nathan ne voulait pas de moi, il me l'a dit. C'est vrai, dit Clara, mais voici la partie que je n'ai pas pu écrire dans la lettre. Elle sortit un petit document plié de sa poche et le tendit à Ruth. Ruth l'ouvrit. C'était un acte de propriété signé par Nathan Ward et John Arrow, son père. Mais quelque chose clochait. Il y a un troisième nom, dit Ruth. Qui est Thomas Hatch? La voix de Clara se réduisit à un murmure. C'est la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir. Ruth la fixa du regard. Que veux-tu dire? Thomas Hatch détient les droits miniers sur ce terrain. Du pétrole. Il essaie de l'acheter depuis 2 ans. Il a payé votre père sous la table. Il lui a donné une prime pour que l'affaire se fasse discrètement. Mais Hatch ne s'intéressait pas à Nathan Ward. C'est vous qu'il voulait. Il pensait que si Nathan refusait, votre père vous proposerait directement. Ruth laissa tomber le papier. C'est impossible. J'étais là, dit Clara. Je l'ai entendu. Hatch a proposé de l'argent à votre père pour vous. Je suis parti de chez moi le lendemain. Je ne pouvais pas être complice. La pièce tournait. Ruth se leva et tituba vers la fenêtre, le cœur battant si fort qu'il couvrait le bruit du vent. « Et Nathan ?» demanda-t-elle. « Était-il au courant ?» Clara secoua la tête. « Je ne pense pas. Mais si Hatch l'apprend, tu es ici. » Elle s'interrompit car on frappa à la porte, doucement, délibérément. Clara écarquilla les yeux. Elle éteignit la lanterne. « Va dans l'arrière-boutique, » siffla-t-elle. Ruth ne bougea pas. « Qui est-ce? »« Vas-y. » Ruth courut dans la petite arrière-boutique et se colla contre le mur. À travers la fente de la porte, elle vit Clara ouvrir lentement la porte d'entrée. Un homme grand se tenait dehors, coiffé d'un chapeau noir et vêtu d'un long manteau. Sa voix était grave. Même chez Clara, tu as vu passer une fille, 18 ans, cheveux bruns, yeux tristes. Clara ne répondit pas. « Elle est à moi, dit l'homme. » Ruth sentit son sang se glacer. « Je ne sais pas de qui vous parlez, dit Clara d'une voix calme. Je pense que vous le savez. » Il y eut un silence, puis des bottes franchirent le seuil. Clara recula. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai un droit, dit l'homme. « Signé, scellé, je l'ai acheté loyalement. »« Vous n'avez rien acheté, rétorqua Clara. »« J'ai tout acheté, grogna Hatch. Son père a pris l'argent. Les papiers sont au tribunal et je récupère toujours ce qui m'appartient. » La voix de Clara baissa. « Elle n'est pas ici. » Il ne la crut pas. Ses bottes se rapprochèrent. Ruth ne pouvait plus respirer. Tous ses instincts lui criaient de s'enfuir. Mais si elle le faisait, Clara souffrirait. C'est alors que Clara dit quelque chose qui changea tout. Elle est mariée maintenant, silencieuse. Elle a un mari, un bon mari. Essaie de la prendre, Hatch, et tu trouveras plus que la loi qui t'attend. La loi ne vient pas jusqu'ici, marmonna Hatch. Mais Dieu, oui, dit Clara. Il renifla. Dieu n'a jamais mis les pieds à Birch Hollow. Ruth l'entendit se retourner. La porte s'ouvrit à nouveau en grinçant. Mais avant de partir, il dit, « Elle reviendra. Elle revient toujours quand elle découvre quel genre d'homme était vraiment Nathan Ward. » Puis il disparut. Ruth sortit en tremblant. Clara posa ses mains sur ses épaules. « Tu ne peux pas y retourner ce soir. Il a des cavaliers. »
Alors, je fais quoi? Clara hésita. Il y a autre chose que tu devrais savoir à propos de la première femme de Nathan. Le cœur de Ruth bondit. Quoi à son sujet? Elle n'est pas morte de maladie. Une longue pause. Elle est morte en donnant naissance à son troisième enfant, un garçon. Il était mort-né. Et quelque chose s'est brisé en étant ce jour-là. Il a cessé de parler à tout le monde. Il a construit lui-même une clôture autour de la tombe. Il ne mangeait plus, ne dormait plus, et quand il est revenu, il n'était plus le même. Ruth murmura, « Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça? » Parce que dans cette ville, les gens enterrent plus que des corps. Ils enterrent la vérité. Le vent hurlait dans le creux. Cette nuit-là, Ruth ne put dormir. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre tout ce mystère. La trahison de son père, la terre, Thomas Hatch et le silence de Nathan. Comment avait-elle fini au milieu d'une situation aussi vaste et cruelle? Et pourtant, lorsqu'elle ferma les yeux, elle vit le visage baigné de larmes de Lévi, le sourire prudent de Myriam. Nathan debout dans l'embrasure de la porte, son manteau couvert de neige, trop fatigué pour parler, mais pas méchant. Était-il vraiment un monstre ou simplement un homme brisé par le chagrin? Au matin, Ruth avait pris sa décision. Elle allait revenir, non pas pour fuir, ni pour se cacher, mais pour affronter la situation. Elle prit le cheval de Clara et galopa à toute allure, coupant à travers les sentiers de crête et traversant les eaux peu profondes près de Widow's Crossing. Quand elle atteignit le sommet de la dernière colline, le ranch Ward apparut, et de la fumée s'élevait de la grange. Son cœur se serra. Plus elle s'approchait, plus elle voyait clairement. La clôture avait été coupée, le portail arraché de ses gonds. La porte d'entrée de la cabane était grande ouverte. Elle courut à l'intérieur. Le foyer était froid, la marmite renversée. La poupée de Myriam gisait abandonnée près des escaliers. « Nathan » cria-t-elle. « Myriam, Lévi. » Pas de réponse. Puis elle vit une empreinte de botte trop grande pour être celle de Nathan. Et sur le mur, gravé dans le bois à l'aide d'un couteau, 4 lettres. « Ici ». Elle tomba à genoux. Ils avaient disparu. Enlevés, et l'homme qui les avait emmenés l'avait réclamé elle aussi. Mais Thomas Hatch n'avait pas prévu que Ruth Ward n'était plus une jeune fille que l'on pouvait échanger comme de la terre. Elle était désormais mère, épouse, et elle était prête à tout pour récupérer sa famille. Ruth se tenait seule dans l'embrasure de la porte de la cabane saccagée, le soleil matinal projetant de longues ombres sur le seuil brisé. De la fumée s'échappait encore faiblement de la grange. Ce que Hatch avait fait là-bas n'était pas encore tout à fait terminé. Mais à l'intérieur de la maison, c'était le silence qui l'étouffait le plus. Le silence de l'absence, des enfants qui n'étaient plus dans leur lit, d'un homme qui, malgré sa méfiance, n'avait jamais laissé le mal s'approcher d'eux, et qui avait maintenant disparu comme les autres. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ramassa la poupée de Myriam sur le sol, la moitié de la tête brûlée, le tissu déchiré. Ce n'était pas seulement un enlèvement, c'était un avertissement. Hatch avait laissé sa signature gravée dans le bois, une promesse que ce n'était pas fini, qu'elle était la prochaine. Ruth se déplaça rapidement dans la cabane à la recherche d'indices, une empreinte de botte près de la cheminée. Des gouttes de sang, petites, probablement provenant d'une coupure, mais encore fraîches. Nathan avait dû se battre, il avait dû résister. Elle trouva la porte de la cave arrière arrachée de ses gonds, mais aucun corps. Cela lui donna une lueur d'espoir. Elle ne se permit pas de pleurer. Pas maintenant. Au lieu de cela, elle se rendit à l'écurie derrière la grange et sella le cheval gris que Nathan gardait pour les longues randonnées, vieux et moussu, doux et fort. Elle attacha le fusil sur la selle, remplit un sac de biscuits secs et glissa l'acte de propriété plié de Clara dans sa botte. Quoi qu'il en soit, cela allait plus loin que le mariage et la terre. Il s'agissait de pouvoir. Hatch voulait contrôler la terre et elle. Nathan s'était opposé à lui et maintenant, elle ferait de même. Elle suivit la piste des broussailles écrasées et de Hoof Prince West, là où les arbres devenaient plus denses et où les collines plongeaient dans des ravins. La piste bifurquait 2 fois, et les 2 fois, elle mit pied à terre, examina le sol et trouva des traces, des marques de traînée, un ruban d'enfant accroché à une branche. Ils voyageaient en charrette. Ils ne faisaient aucun effort pour cacher leur piste. Cela signifiait que Hatch n'avait pas peur, mais il aurait dû. Alors que Ruth s'enfonçait dans la forêt, le passé la rattrapa. Pas seulement la trahison de son père,
mais le poids de tous les moments où elle avait essayé de se convaincre qu'elle ne méritait pas mieux. Elle avait été vendue comme une mule. Mais elle était là, risquant tout pour un homme qui ne l'avait même jamais embrassée et pour deux enfants qui ne savaient pas vraiment comment lui faire confiance. C'était ça, la famille. Elle ne naissait pas. On la choisissait, on la méritait. Le soleil était à son zénith lorsque Ruth chevaucha le long d'une étroite corniche qui descendait vers un ravin. C'est alors qu'elle l'entendit faiblement, résonnant comme une voix criant de douleur. Elle retint son cheval, écouta à nouveau, le son était étouffé, mais elle quitta le sentier et suivit le bruit jusqu'à ce qu'elle en trouve la source. Au fond du ravin, un homme était affalé contre un rocher, la jambe tordue de manière anormale. Son pantalon était imbibé de sang. Son visage était enflé, un œil fermé. Ruth retint son souffle. Elle descendit précipitamment le talus et s'agenouilla à côté de lui. « Nathan, » murmura-t-elle. « Nathan, regarde-moi. » Son œil valide s'ouvrit. « Ruth, je suis là. Je vais te sortir de là. » Non. Sa main agrippa son poignet. Il les a emmenés, les enfants. Ne pars pas seul. Je n'ai pas le choix, dit-elle. Il secoua faiblement la tête. Ils vont à Red Hollow. Il doit y retrouver quelqu'un. Un homme nommé Barlow. Il les vend, Ruth. Son sang se glaça. Les vend. Lévi est jeune, mais fort. Barlow achète des garçons pour les camps de travail. Myriam, il a parlé d'un train vers l'est. Quelque chose de plus sombre. Ruth se leva. J'y vais. Non, tu ne les trouveras jamais à temps. Il a des cavaliers, tu seras vu. Alors je cesserai d'être Ruth Ward, dit-elle d'une voix dure comme la pierre. Je deviendrai quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il ne verra pas venir. Elle remonta la crête et revint avec une couverture, enveloppant Nathan du mieux qu'elle pouvait. Je reviendrai te chercher, je te le promets. Mais Nathan secoua la tête. Ne reviens pas me chercher. Viens avec de l'aide. Va voir le shérif Dawson à Maple Bend. Dis-lui que Hatch a falsifié une demande. Me croira-t-il? Nathan serra les mâchoires. C'est mon cousin. Il te croira. Ruth acquiesça et partit au galop vers Maple Bend. La ville se trouvait à près de 2 heures à l'est, nichée dans une vallée de mines d'argent et de pain. Elle arriva alors que le soleil commençait à se coucher derrière les sommets, le ciel se transformant en feu. Le bureau du shérif se trouvait au bout de Main Street. Elle mit pied à terre, le cœur battant. À l'intérieur, le shérif Dawson leva les yeux de son bureau, le regard fatigué. Il avait la même mâchoire carrée que Nathan, le même calme dans le regard. « Vous, Ruth, demanda-t-il, c'est moi. Alors entrez et asseyez-vous. Nathan m'a dit que vous pourriez passer. » Ruth s'assit. Elle expliqua tout. Son père, la terre, Hatch, l'enlèvement. Dawson écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il ouvrit un tiroir et en sortit un avis de recherche. Elle retint son souffle. Son nom y figurait, Ruth Ward recherchée pour fraude et intrusion. Il avait été publié 3 jours auparavant. Dawson dit que Hatch l'avait déposé lui-même, affirmant que vous aviez falsifié des documents et volé des terres. Il essaie de vous faire passer pour une hors-la-loi afin de pouvoir prendre les enfants légalement. Mais c'est un mensonge. Dawson acquiesça. Je le sais, mais un bout de papier a plus de poids que la vérité dans cette région. Alors, que faisons-nous? Dawson se leva et prit son chapeau accroché au mur. Nous partons. Mais je pensais, tu crois que je vais rester ici et laisser les enfants de mon cousin être vendus comme du bétail? Ses yeux brûlaient. Tu ne me connais pas encore, Ruth, mais à la fin de cette histoire, tu me connaîtras. Ils partirent cette nuit-là. Ruth et le shérif Dawson traversèrent les crêtes sombres, armés de torches et de fusils. Dawson connaissait un raccourci à travers Crooked Pass qui les mènerait à Red Hollow avant le lever du soleil. Pendant qu'il chevauchait, il lui en dit plus sur Nathan. « Il n'a pas toujours été aussi calme, tu sais, » dit Dawson. « Il était celui qui riait le plus fort à chaque bal populaire. Puis il y a eu la naissance du bébé mort-né. Sa femme s'est vidée de son sang sur le sol, sans sage-femme, et quelque chose en lui s'est brisé. On ne se remet pas d'une chose pareille. Pas complètement. »« Il ne m'a jamais rien dit de tout ça, » dit Ruth. « Il ne l'aurait pas fait. Il pensait que ce n'était pas ton fardeau. » Ils arrivèrent à la lisière de Red Hollow peu après minuit. C'était moins une ville qu'un groupe de bâtiments autour d'une vieille voie ferrée, abandonnée, mais toujours utilisée par ceux qui travaillaient dans l'ombre. Hatch avait installé un campement de fortune près des rails. Ils virent d'abord le chariot, garé près d'un feu. 2 hommes montèrent de la garde.
Dawson regarda à travers sa longue vue et grogna. Là, dit-il, Barlow, le grand, et les enfants. Ruth demanda dans la cabane. Comment on entre? Dawson la regarda. On fait quoi? Ils ne s'attendront pas à voir une femme. Et ils ne s'attendront certainement pas à te voir. Pas avec une casquette et un manteau d'écurie. Il lui tendit un paquet. Ruth se changea dans l'ombre, cacha ses cheveux sous un chiffon et se barbouilla les joues de terre. Lorsqu'elle leva les yeux, elle ne se reconnut pas. Dawson lui tendit un couteau. N'hésite pas, dit-il. Si tu hésites, c'est fini. Elle s'avança vers la lumière du feu d'un pas assuré, le cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Les gardes la regardèrent à peine. Elle marmonna quelque chose à propos d'avoir été envoyée par la ville et se glissa à l'arrière de la cabane. Elle trouva une fenêtre et l'ouvrit à l'aide du couteau. À l'intérieur, Myriam était assise sur un lit de camp, les bras autour de la vie. Ils levèrent tous deux les yeux lorsqu'elle entra, et Ruth posa un doigt sur ses lèvres. « C'est moi, murmura-t-elle. Nous rentrons à la maison. » Myriam acquiesça lentement, mais Levi écarquilla les yeux. Il pointa du doigt derrière Ruth. La porte s'ouvrit. Barlow se tenait là, le regard fixe. Pendant un instant, il eut l'air confus. Puis il chercha son arme. Ruth attrapa une lanterne et la lui lança. Elle lui fracassa le visage et les flammes s'emparèrent de son manteau. Il hurla et tituba en arrière. Elle attrapa Levi et Myriam et les poussa par la fenêtre. « Courez !» Des coups de feu retentirent à l'extérieur. Dawson avait vu les flammes. Le chaos éclata. Ruth se précipita après les enfants, tandis que Barlow hurlait derrière elle. Dawson tira sur l'un des gardes avant que celui-ci n'ait pu dégainer. L'autre s'enfuit, mais Hatch sortit de l'ombre, un fusil pointé sur Ruth. Il ne dit rien, se contentant de ricaner. Ruth se figea. Les enfants étaient derrière elle. Puis, boum, Hatch laissa tomber son arme et trébucha. Nathan se tenait derrière lui, appuyé sur une béquille, blessé mais vivant, son fusil encore fumant. « Je te l'avais dit, dit-il, elle n'était pas à toi. » Ruth courut vers lui et le rattrapa alors qu'il tombait. Le shérif menotta Hatch avant qu'il ne puisse se relever. À l'aube, le feu était éteint. Barlow était mort. Hatch était enchaîné. Les enfants étaient sains et saufs. Mais Ruth était assise près des cendres de la cabane, tenant Myriam dans un bras, Levi dans l'autre, et la main de Nathan dans la sienne. Dawson s'agenouilla à côté d'elle. « C'est fini. »« Non, dit-elle, ça ne fait que commencer. » Le retour au Ranch Ward prit 2 jours en raison des blessures de Nathan. Dawson insista pour les escorter jusqu'à Miller Creek. De là, Ruth prit la tête du convoi. Les enfants chevauchaient en silence. Myriam agrippée à la taille de Ruth, la vaille à moitié endormie contre Nathan. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux n'était plus vide désormais. Il était rempli de quelque chose qui grandissait, un lien, quelque chose qui n'était pas tissé par le sang, mais par le sauvetage, le feu et le choix. Lorsque la cabane apparut enfin au-dessus de la crête, Ruth ralentit le cheval et la fixa du regard. Elle semblait identique, avec la même cheminée tordue, les mêmes marches usées, mais tout avait changé. Ce n'était plus seulement le ranch de Nathan. C'était aussi le sien, leur ranch. Elle l'aida à descendre de cheval et à entrer dans la cabane où le foyer était froid et où le souvenir de la violence flottait encore dans l'air. Mais elle alluma un feu. Elle nettoya le sang sur les murs et elle prépara un ragoût de ses propres mains, non pas parce qu'elle devait le faire, mais parce que c'était désormais chez elle et qu'elle voulait nourrir sa famille. Cette nuit-là, Nathan était allongé sur le petit lit de camp dans la pièce du fond, la jambe bandée et les côtes enveloppées. Ruth s'assit à côté de lui avec un bol de bouillon. Il tenta de protester. Elle le fit taire d'un regard. « Tu as pris une balle pour moi, dit-elle. Laisse-moi faire ça. » Il obéit, buvant lentement. Lorsque le bol fut vide, il tendit la main et prit la sienne. « Je suis désolé d'avoir laissé cela arriver. Il a dit que ton père t'y avait forcé, que je ne l'avais pas empêché. Tu ne m'as pas forcé à rester, dit-elle. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. » Nathan la regarda, les yeux assombris par la douleur et quelque chose de plus profond. « Sauve les enfants. Ce ne sont plus seulement tes enfants, murmura-t-elle. Ce sont aussi les miens. » Une larme coula sur sa joue, et lorsqu'il tenta de l'essuyer, elle l'en empêcha. « Laisse-la couler. » Thomas Hatch était dans la prison du comté. Barlow était mort. Ruth avait mené une opération de sauvetage.
Elle s'était habillée en garçon, avait porté un couteau, avait menti, s'était battue. Les chuchotements avaient d'abord commencé dans les bancs de l'église. Le deuxième dimanche, ils avaient atteint la chair. Le Reverend Miles était un homme au corps rigide et au sermon strict. Il avait baptisé Ruth lorsqu'elle était enfant, avait célébré les funérailles de sa mère. Ruth se souvenait également qu'il était resté assis en silence lors de son mariage et ne lui avait pas demandé une seule fois si elle était consentante. Il se tenait maintenant devant la chapelle et parlait sans mentionner son nom. « Nous devons nous méfier de l'audace croissante des femmes, disait-il. Nous devons nous rappeler qu'une maison divisée contre l'ordre de Dieu s'effondrera. » Des murmures parcoururent les bancs. Ruth était assise près du fond avec Myriam et Lévi. Nathan était encore trop faible pour être présent. Elle savait que ses paroles lui étaient destinées. Les habitants de la ville ne la considéraient pas comme une sauveuse. Ils voyaient en elle une perturbatrice. Une femme qui refusait d'obéir, qui tenait une arme, qui refusait de se taire. Après le service, les gens passaient devant elle comme le vent autour d'une pierre. Quelques-uns lui faisaient un signe de tête. Une femme, Madame Langford, posa une main sur l'épaule de Ruth et lui murmura « Vous avez bien fait. » Mais la plupart détournèrent le regard. Elle essaya de ne pas se sentir blessée, mais ce fut le cas. La semaine suivante, le maire arriva au ranch. C'était un homme corpulent au visage émacié, qui tenait une lettre dans sa main gantée. « Madame Ward, » dit-il sans la regarder dans les yeux. Il y a eu quelques inquiétudes en ville concernant la bienséance. Ruth croisa les bras. « Est-ce à propos de Hatch? »« Non, non, » répondit-il rapidement. « Tout le monde s'accorde à dire que c'était un criminel, mais c'est de la manière dont les choses se sont déroulées. » La manière, il s'éclaircit la gorge. « Vous avez pris les armes, vous vous êtes exposé au danger, vous avez trompé des hommes de haut rang. Certains pensent que cela donne un mauvais exemple. »« À qui? » demanda Ruth. « Aux femmes qui ont trop peur pour parler. » Le maire semblait mal à l'aise. Le conseil a décidé qu'il valait mieux que vous restiez silencieuse. Laissez les choses se tasser. « Et si je le fais, » dit-il en jetant un coup d'œil au fusil près de la porte. « Alors, nous ne pourrons pas vous protéger de ce que les gens pourraient dire. » Elle lui claqua la porte au nez. Cette nuit-là, Nathan essaya de s'asseoir, grimaçant à chaque mouvement. « Ils vont y aller plus fort maintenant, » dit-il. « Pas avec des armes, mais avec des mots, avec la honte. »« Je n'ai pas peur de la honte, » répondit Ruth. « Mais les enfants, je les protégerai. » Je l'ai juré, et pourtant, la honte a ses propres griffes. Une semaine plus tard, Lévi fut bousculé dans la cour de récréation et traité de bâtard par un autre enfant. Myriam rentra à la maison avec sa tresse coupée et refusa de parler. Ruth bouillait intérieurement. Le lendemain matin, elle entra dans l'école, ses bottes résonnant bruyamment sur le parquet. La maîtresse, Mademoiselle Garrow, leva les yeux, surprise. « Je voudrais savoir pourquoi mes enfants sont victimes d'intimidation, » dit Ruth. Mademoiselle Garrow balbutia. « Les enfants peuvent être cruels. Ils apprennent cela des adultes, » rétorqua Ruth. « Que leur enseignez-vous? » Mademoiselle Garrow ne dit rien. Ruth se tourna vers la classe. « L'un d'entre vous a-t-il quelque chose à me dire? Dites-le maintenant. » Silence. Puis une petite voix. « Vous n'êtes pas leur vraie maman. » Ruth s'approcha. « Peut-être pas par le sang, mais c'est moi qui suis venu les chercher quand tout le monde détournait le regard. C'est moi qui suis resté. » Puis Myriam se leva. « C'est ma maman, dit-elle. Elle chante le soir, elle fait des crêpes. Elle a tenu Lévi dans ses bras quand il était malade. Elle ne crie jamais. » La maîtresse cligna des yeux, les larmes aux yeux. Personne d'autre ne parla. Lorsque Ruth retourna à la cabane, elle trouva Nathan assis près de la cheminée, une boîte sur les genoux. Il l'ouvrit et lui montra ce qu'il contenait. Une bague, simple, usée. « Elle lui appartenait, dit-il, à ma première femme. Je l'ai gardée depuis. Je pensais ne plus jamais la donner. » Ruth la fixa du regard. Nathan la lui tendit. « Je sais que nous avons mal commencé. Je sais que tu as été forcé. Mais je te demande maintenant, non pas en tant que débiteur, ni en tant que veuf, mais en tant qu'homme qui te voit. Veux-tu être ma femme pour de vrai cette fois? » Les mains de Ruth tremblaient lorsqu'elle prit la bague. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, ils se marièrent à nouveau ce dimanche-là, non pas dans une église, mais dans une clairière derrière la cabane. » Dawson se tenait à leur côté. Les enfants tenaient des fleurs sauvages. Clara était là aussi, souriant à travers ses larmes. C'était modeste, mais sincère.
Et lorsque Nathan l'embrassa, la ville murmurait peut-être encore, mais Ruth ne l'entendait plus. Car l'amour, lorsqu'il est forgé dans le feu, n'a pas besoin d'autorisation pour brûler. Mais la paix n'est jamais permanente. Et juste au moment où Ruth pensait que le passé était enterré, une lettre arriva. Elle portait le sceau du tribunal. À l'intérieur, il y avait 3 mots. Vous êtes convoqué. Son cœur s'arrêta de battre. Elle déplia complètement le parchemin et lut. Vous êtes par la présente convoqué à comparaître devant le juge de district concernant l'affaire Hero contre Ruth Ward relative à un litige foncier, une fraude successorale et des arrangements matrimoniaux illégaux. Elle était signée par un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. Robert Hero, son père. La salle d'audience se trouvait au cœur de Maple Bend, un bâtiment en pierre dont les murs répercutaient chaque pas comme le jugement lui-même. Ruth se tenait à l'entrée, les mains jointes, Miriam et Livy à ses côtés, et Nathan juste derrière elle, s'appuyant lourdement sur sa canne. La convocation était arrivée rapidement, remise par un adjoint taciturne qui n'avait rien dit et n'avait rien proposé. À présent, la ville attendait de voir si Ruth Ward allait être dépouillée de tout ce qu'elle avait construit, de son nom, de ses terres et de la famille qui commençait tout juste à se sentir complète. Le procès, avait-il dit, ne durerait qu'une seule journée. Mais au coucher du soleil, Ruth allait découvrir à quel point les blessures étaient profondes et jusqu'où un père était prêt à aller pour contrôler ce qu'il avait perdu. La salle d'audience était presque pleine lorsqu'ils entrèrent. La plupart des gens ne parlaient pas, mais leurs yeux suivaient Ruth comme une corde suspendue. Elle passa devant les bancs, la mâchoire serrée. Clara était assise au premier rang, les mains sur les genoux. Dawson se tenait près du fond, son insigne épinglé comme une promesse. Les enfants avaient été emmenés dehors par Mel Fordham, qui avait proposé de les surveiller. Miriam serra la main de Ruth avant de la lâcher. Au banc siégeait le juge Hadley, un vieil homme qui avait trop d'hiver derrière lui et un regard comme du papier sec. Il regarda Ruth, puis Nathan, puis enfin l'homme qui se leva pour parler en premier. Robert Hero, son père. Il portait un beau manteau, plus neuf que Ruth ne lui en avait jamais vu. Sa barbe était taillée, ses bottes cirées, et sa voix, lorsqu'il commença à parler, résonnait avec l'assurance d'un homme qui avait déjà compté ses gains. « Votre honneur, dit-il, je comparais devant cette cour non par malveillance, mais par devoir. Ma fille Ruth Yarrow a été mariée sans consentement approprié sur des terres qui m'appartiennent de droit. Ce mariage forcé sous prétexte de remboursement de dettes est nul selon toute interprétation honnête de la loi. Je demande à la Cour de restituer le domaine à son héritier légitime et d'annuler l'union illégale conclue sans l'approbation de la communauté. » Des murmures se propagèrent. Ruth le fixa du regard. Cet homme, ce père, ne lui avait pas écrit, ne lui avait pas demandé si elle était en vie après l'embuscade de Hatch, n'avait jamais mis les pieds sur les terres du quartier, mais maintenant, il arborait la respectabilité comme un badge et parlait de devoir. Le juge se pencha en avant. « Et votre revendication de propriété sur les terres des Yarrow. »« J'ai les titres de propriété, » dit Robert, « signés par moi, certifiés conformes. Ma fille n'en a aucun. Et le mariage? » Robert s'éclaircit la gorge. Il a été contracté sous la contrainte, arrangé alors qu'elle était encore à ma charge. Il n'y a aucune trace de consentement et aucune église ne l'a officiellement reconnue. Elle s'est mariée une 2e fois, dit Nathan en se levant. Le juge leva la main. Vous parlerez quand on vous le demandera, Monsieur Ward. Le cœur de Ruth battait à toute rompre lorsqu'elle s'avança. Votre honneur, puis-je parler? Vous pouvez. Mon père parle de devoir, dit Ruth. Mais son seul devoir a toujours été envers lui-même. Il m'a vendu pour un lopin de terre. Il ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Il m'a cédé comme du bétail. Et maintenant qu'il voit cette terre prospérer sous mes mains, et non sous les siennes, il veut la récupérer. Des murmures s'élevèrent. Le juge Hadley frappa son marteau. Silence. Ruth continua. Il ne s'agit pas de convenance, il s'agit de contrôle. Mon père ne s'est jamais soucié de savoir qui j'épousais, seulement que je lui sois utile. Quand je suis devenu plus que cela, il a décidé que j'étais dangereuse. Robert se leva. Ce ne sont que des mensonges. Elle a risqué sa vie pour sauver ses enfants. Dawson intervint depuis le fond de la salle. Nous l'avons tous vu. Le juge a de nouveau levé son marteau, mais s'est interrompu. Sheriff Dawson, a-t-il dit, vous étiez présent lors de l'incident impliquant M. Hatch, n'est-ce pas? Oui, et vous pouvez témoigner des actions de Mme Ward. Elle s'est battue,
Elle a saigné. Elle a sauvé 2 enfants et un homme laissé pour mort. Ce n'est pas le fait d'une fraudeuse. Robert est devenu rouge. Nous ne discutons pas d'actes héroïques. Nous discutons de la propriété légale. À ces mots, Clara se leva. J'ai un témoignage, dit-elle. Si la cour veut bien l'entendre, le juge lui fit signe d'avancer. Clara monta à la barre des témoins, les mains fermes. J'étais là quand Robert Yarrow a conclu l'accord. Elle dit, je l'ai entendu. J'ai entendu Thomas Hatch offrir de l'argent non pas pour la terre, mais pour Ruth. Il a dit, je cite, prenez la terre et la fille. Mon oncle a accepté. Robert s'est levé à nouveau. Elle s'est enfuie. Ses paroles ne valent rien. Mais le juge ne lui a pas répondu. Son regard s'est détourné, comme si quelque chose de vieux et d'enfoui venait de remuer. Puis il a dit, « Il y a une autre question que je dois aborder. » Une autre personne est entrée par la porte arrière. Ruth s'est retournée. C'était une femme âgée, vêtue d'une robe grise, frêle, aux cheveux blancs. Ruth a cligné des yeux, le cœur battant à tout rompre. C'était Madame Rowley, la sage-femme qui avait soigné sa mère. Elle n'avait pas été vue en ville depuis plus d'1 an. Elle monta tranquillement à la barre. Sa voix était un murmure, mais chaque mot frappait comme un coup de tusseur. « J'étais présente lorsque la mère de Ruth est décédée, dit-elle. Elle n'est pas morte de fièvre. Elle est morte de ses blessures, des blessures causées par les poings d'un homme. » La salle devint silencieuse. Les yeux de Madame Rowley se fixèrent sur Robert. « J'ai soigné ses ecchymoses plus d'une fois. Elle m'a supplié de ne rien dire. Elle m'a dit qu'il la tuerait si je le faisais. » Robert secoua lentement la tête. Cette femme était sénile. Elle m'a écrit une lettre la semaine avant son décès, dit la sage-femme en sortant un papier plié de sa manche. Elle disait, je cite, « S'il m'arrive quelque chose et que Ruth est en danger, dites la vérité. Ne la laissez pas finir comme moi. » Des larmes coulaient sur le visage de Ruth. Le juge prit la lettre, la lut, puis se pencha en arrière, les yeux fermés. Puis il prit de la parole. Cette cour reconnaît la validité juridique du second mariage entre Ruth Yarrow et Nathan Ward. La terre restera en leur possession. La demande d'annulation est rejetée. Robert s'avança. « Vous faites une erreur. »« Non, dit le juge, c'est vous qui avez fait une erreur il y a des années et votre fille en a payé le prix assez longtemps. » Bang, le marteau s'abattit. C'était fini. Dehors, Ruth sortit dans la lumière du soleil, clignant des yeux. Le vent était doux et chaud. Les habitants de la ville se rassemblèrent autour d'elle, sans plus chuchoter. Certains s'excusèrent, d'autres avaient simplement l'air honteux, mais Clara la serra dans ses bras. Dawson souleva son chapeau. Miriam et Levi coururent vers elle, les bras grands ouverts. Nathan s'approcha lentement, marchant péniblement, mais avec un sourire aux lèvres. « Tu es libre maintenant, dit-il. » Ruth secoua la tête. « Non. » Il fronça les sourcils. « Je n'ai jamais été prisonnière, dit-elle. C'était lui. » Cette nuit-là, ils retournèrent à la cabane. Myriam demanda si les méchants étaient partis pour toujours. Ruth répondit, « Oui, ma chérie, ils sont partis. » Mais même elle ne savait pas quelle obscurité régnait encore au-delà des collines, car loin à l'ouest, un homme lut le jugement du tribunal et le jeta au feu. Il ne portait pas de nom, seulement un badge, et il murmura, « Elle a pris ce qui m'appartenait. Maintenant, je vais prendre ce qui lui appartient. » Tout commença par un coup frappé à la porte. Pas un coup hésitant, comme ceux que frappent les voisins ou les amis. C'était un coup dur, sec, comme du fer frappant du bois. Ruth venait de finir de raccommoder le pantalon de Lévi, le soleil brillait faiblement à travers les fenêtres de la cabane. Nathan se reposait dans la pièce du fond, encore convalescent, sa béquille appuyée contre le lit. Myriam et Lévi étaient dans la grange, occupés à construire quelque chose qui ressemblait vaguement à un enclos pour leurs moutons imaginaires. On frappa à nouveau. Ruth s'essuya les mains et se dirigea vers la porte. Elle l'ouvrit. Un homme se tenait là. Grand, vêtu d'un manteau gris impeccable comme la loi, un insigne épinglé haut sur la poitrine, mais ce n'était pas un habitant du coin. L'étoile était polie, inconnue. Les lettres qui l'entouraient indiquaient une autorité territoriale inconnue. Son chapeau lui cachait le visage, mais Ruth vit son sourire narquois avant même de voir ses yeux. « Madame Ward, dit-il en soulevant le bord de son chapeau, je vous en prie. Puis-je vous aider? Oui, madame, je m'appelle Marshall Edwin Locatch. J'ai été envoyé par les tribunaux territoriaux pour une affaire. Quelle affaire?
Il sortit un papier plié de son manteau et le lui tendit. Ruth le déplia. Ses yeux le parcoururent rapidement, puis plus lentement. C'était un document rédigé par un juge de Red River Junction. Il stipulait que la tutelle de Miriam et Levy Ward devait être réexaminée et que, jusqu'à la fin de l'examen, la garde serait transférée à la protection désignée par l'État. Elle leva les yeux. « C'est une erreur. »« Non, madame, » répondit le marshal, le visage impassible. « C'est la loi. Ce sont mes enfants. Ce sont les enfants de votre mari issus d'un précédent mariage. Et jusqu'à ce que l'adoption officielle soit finalisée et examinée, ils sont considérés comme des pupilles de la cour. »« C'est absurde, » siffla Ruth. « Personne de la cour ne nous a même parlé. Les tribunaux ne parlent pas toujours. » Locke a dit qu'il rendait des ordonnances. Vous avez 2 jours pour vous conformer. Nous reviendrons au coucher du soleil avec une escorte. Sur ces mots, il souleva à nouveau son chapeau, se retourna et retourna vers son cheval. Ruth resta figée, le papier tremblant entre ses mains. Nathan était déjà derrière elle. Il avait tout entendu. « Ils viennent chercher les enfants, » dit-elle d'une voix brisée. « Je sais, » a répondu Nathan. Ce soir-là, ils ont convoqué une réunion. Pas dans une église ni à la mairie, mais dans la grange de la paroisse. Dawson est venu, Clara aussi. Même Madame Langford, qui quittait rarement sa maison, est arrivée avec une boîte de biscuits chauds et les yeux brillants. Ruth a brandi le document pour que tout le monde puisse le voir. « C'est ce qu'ils utilisent, » a-t-elle dit. Un juge de Red River ait probablement été soudoyé ou fait pression. Dawson prit le document, le parcourut et jura entre ses dents. Ils prétendent que les enfants ne sont pas protégés parce que Nathan n'a jamais rempli les documents officiels pour obtenir la garde après la mort de sa femme. Techniquement, ils ont raison. Nathan serra les mâchoires. Elle est décédée en hiver. Les enfants étaient malades. Je n'ai pas quitté le ranch pendant des mois. Oh, ils s'en moquent. Dawson dit, « Il ne s'agit pas de la garde. Il s'agit d'un précédent. Certaines personnes dans le Nord n'apprécient pas qu'une femme comme Ruth se soit opposée à Hatch. Ils n'apprécient pas qu'une épouse ait obtenu les terres et non le père. Maintenant, ils cherchent à la discréditer, à déchirer la famille et à rendre cela légal. » La voix de Madame Langford retentit. « Alors, que faisons-nous? » Clara répondit. « Nous nous battons, tout comme Ruth l'a fait à Red Hollow. »« Non, » dit Ruth doucement. « Nous ne nous battons pas, pas encore. » Tout le monde se tourna vers elle. « Nous ne leur donnons pas la satisfaction de nous traiter de rebelles. Nous ne leur donnons pas de violence qu'ils pourraient utiliser contre nous. » Elle fit une pause. « Nous leur donnons la vérité, des témoins, des documents. Nous allons à Red River, non pas comme des mendiants, mais comme des personnes dont ils ne peuvent ignorer la voix. » Nathan la regarda. « C'est un trajet de 2 jours. Nous devrons partir à l'aube. »« Nous le ferons, » dit Ruth, « et nous emmènerons les enfants avec nous. » Clara se leva. « Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous protéger. » Dawson acquiesça. « Et de quelqu'un pour vous représenter au tribunal. »« Je n'ai pas besoin d'avocat, » dit Ruth. « J'ai besoin de vous, shérif. Vous avez tout vu. Vous connaissez la vérité. »« Je viendrai, » dit-il. Ils partirent le lendemain matin. Ruth voyageait avec Miriam et Levi dans le chariot. Nathan était assis à côté d'elle, son fusil sur les genoux. Dawson chevauchait devant, le regard vif. Clara suivait de près. Les routes menant à Red River étaient larges et plates, traversant des prairies ouvertes et des ravins balayés par le vent. En chemin, ils traversèrent des villes où les enfants jouaient pieds nus et où personne ne se souciait des papiers de garde. Mais Ruth savait que tout cela n'avait aucune importance aux yeux des hommes qui ne voyaient que l'encre et les cachets. La nuit, ils campaient près des ruisseaux et faisaient cuire des haricots sur le feu. Myriam se blottissait sur les genoux de Ruth. Lévi écoutait Nathan leur raconter de vieilles histoires, d'une voix rauque mais assurée. La 2e nuit, ils virent de la fumée au loin. « Des cavaliers, » dit Dawson, trop nombreux pour être une coïncidence. Au matin, les écrivains les avaient rattrapés. 6 hommes, dont un portait un insigne. Marshal Locke. Il chevaucha jusqu'à l'avant du groupe et fit une pluie de questions. Son regard transperçait Ruth. « Vous quittez le comté, » dit-il. « Nous obéissons au rituel, » répondit Ruth. « Nous allons faire appel auprès du juge qui a rendu la décision. »« Pas avec les enfants, » rétorqua Locke. « Ils restent avec nous. »« Non, » dit Dawson, « à moins que vous ne comptiez dégainer. » Locke fixa le shérif du regard.
Vous interférez avec la loi territoriale. C'est de moi la loi ici, de Chamanamena, grogna Dawson, et je ne réponds pas à des hommes qui enlèvent des enfants dans l'obscurité. L'un des hommes de Locke a cherché à dégainer son arme. Ruth a réagi la première. Elle n'a pas dégainé. Elle s'est avancée et s'est placée entre Myriam et les écrivains. Si vous voulez les emmener, a-t-elle dit calmement, vous devrez passer par moi. Quelque chose dans sa voix, quelque chose de sauvage, a fait hésiter l'homme. Locke a ricané. Tu ne fais qu'empirer les choses pour toi. Non, dit Ruth, je clarifie les choses. Locke cracha par terre. Très bien, va à Red River. Laisse la justice juger qui tu es vraiment. Et ils partirent. Red River Junction s'élevait dans la prairie comme une sculpture de pierre grise, rigide, froide. Le palais de justice trônait au sommet de la colline, plus haut que n'importe quelle église, son clocher visible depuis toutes les routes. Ruth n'avait jamais vu un endroit aussi stérile. Ils entrèrent dans le bâtiment à midi. Le greffier à l'accueil haussa les sourcils lorsqu'elle lui remit les documents d'appel. « C'est vous qui avez les enfants, dit-il. « C'est moi qui les ai sauvés, répondit Ruth. L'audience était prévue pour le lendemain matin. Ils passèrent la nuit dans une pension exiguë. Ruth dormit à peine, Nathan non plus. À l'aube, ils habillèrent les enfants avec leurs plus beaux vêtements. Clara tressa les cheveux de Myriam. Dawson astiqua son insigne. À l'intérieur du palais de justice, ils furent accueillis par un silence. Le juge Hardwick présidait, un homme au teint pâle et au regard froid. Le procureur prit la parole en premier, un homme élégant dans un costume chic. « Elle n'est pas leur mère biologique, dit-il. Elle n'a pas été désignée. Elle n'a pas reçu d'éducation pour élever des enfants. Le mari est blessé, le foyer est instable. Ruth s'est levée à son tour. Elle n'a pas élevé la voix. Je ne suis peut-être pas leur mère biologique, a-t-elle dit, mais je suis leur mère de cœur. Je les ai nourris quand personne d'autre ne le faisait. Je me suis interposé devant une arme pour les protéger. Je les ai soignés quand ils étaient malades et je les ai ramenés à la maison dans l'obscurité. Le juge n'a pas bronché, et je ne laisserai pas du papier et de l'encre les arracher à ce qu'ils savent être sûrs. Puis Clara a pris la parole, puis Dawson, et enfin Nathan. Il s'est levé péniblement, s'appuyant lourdement sur la rampe. « Je les ai laissés tomber quand leur mère est morte, a-t-il dit. Je suis devenu un fantôme. Ruth m'a ramené à la vie. Elle nous a ramenés à la vie. » Le juge est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a demandé à Myriam de s'avancer. La salle s'est tue. La petite fille s'est avancée, les mains serrées sur les côtés. Le juge Hardwick s'est penché vers elle. « Sais-tu de quoi il s'agit, mon enfant? » Myriam a hoché la tête. « Et que veux-tu? »« Je veux rester avec maman Ruth, a-t-elle répondu, parce qu'elle est revenue, même quand il faisait noir, même quand il y avait des hommes armés, elle est revenue. » Le juge s'est redressé lentement. Il a regardé les documents, puis Ruth. Puis il dit, « Ce tribunal ne trouve aucune raison de retirer les enfants de leur foyer. La garde reste à Nathan et Ruth Ward. » Un soupir de soulagement parcourut la salle. Mais dehors, alors qu'ils sortaient à la lumière du soleil, Ruth remarqua un homme qui les observait depuis la ruelle. Il ne portait pas de badge, mais il portait une bague dont elle se souvenait grâce à un dessin dans le journal de Clara. La bague de la compagnie minière qui avait autrefois appartenu à Hatch. Elle se tourna vers Clara. « Nous n'avons pas mis fin à cette histoire, dit Ruth. Nous n'avons fait qu'empirer les choses. Car la terre que possédait Nathan n'était pas seulement fertile, elle était riche d'une manière que personne n'avait imaginée. Et des hommes étaient toujours prêts à tuer pour l'obtenir. Ils retournèrent au ranch sous un ciel gris et avec des sourires crispés. Les enfants étaient en sécurité. Le tribunal avait statué en leur faveur et la ville avait commencé à faire taire les rumeurs. Mais Ruth sentait que quelque chose se tramait sous la surface, quelque chose que le tribunal n'avait pas résolu, quelque chose que la loi ne pouvait empêcher. Une ombre les avait suivis jusqu'à la maison. Il fallut 3 jours pour que le prochain signe apparaisse. Un inconnu traversa la ville et s'arrêta au magasin de Langford. Il n'acheta rien, se contenta de regarder autour de lui, parla doucement, demanda où se trouvait le ranch Ward et dit qu'il était un vieil ami de Hatch. Puis il repartit. Lorsque Ruth apprit la nouvelle, l'homme était déjà parti, mais il avait laissé derrière lui des questions et un nom. Barrett Kane. Ce soir-là, Ruth s'assit près de la cheminée, regardant les flammes danser,
pensant au nom de Kane comme s'il s'agissait d'un avertissement. Nathan était silencieux lui aussi. Depuis Red River, quelque chose avait changé en lui. Pas une distance, mais un poids, une lourdeur qu'il n'avait pas partagée. Il grimaçait en marchant, mais ne disait rien. Il tenait des journaux intimes enfermés dans un tiroir que Ruth n'avait jamais remarqué auparavant. Il observait l'horizon plus souvent qu'auparavant, comme s'il attendait une tempête qui n'était pas encore arrivée. Le lendemain matin, Ruth le trouva dans le champ, debout près de la clôture qui bordait le côté ouest de la propriété, la partie qui descendait vers un ravin asséché. Elle l'appela. Il ne répondit pas. Nathan. Il se retourna lentement. Il avait les mains sales, une pelle appuyée contre la clôture et un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas depuis Red Hollow. Tu ne m'as pas dit, dit Ruth, ce qui est enterré ici. Il s'essuya les mains sur un chiffon. J'espérais que cela n'aurait jamais d'importance. Qu'est-ce que c'est? Nathan regarda derrière elle, vers la cabane, les collines, l'avenir. Il signa les papiers cet après-midi-là, et au coucher du soleil, le terrain n'appartenait plus à la tutelle, mais il était en sécurité, du moins le croyait-elle. Barrett Kane arriva ce soir-là. Il ne monta pas jusqu'à la cabane. Il se tenait à l'autre bout du champ, son manteau flottant au vent, 3 hommes derrière lui. Ruth l'aperçut depuis le porche. Nathan sortit à ses côtés. Kane leva la main. « J'ai un message, cria-t-il. J'ai pensé que vous devriez l'entendre directement. » Ruth s'avança. « Vous avez eu votre chance, dit Kane. Nous vous avons offert de l'or. Vous nous avez craché au visage. »« Cette terre n'est pas à vendre, répondit Ruth. Il sourit. « C'est là que vous vous trompez. » Kane sortit quelque chose de sa poche et le brandit. C'était un morceau de parchemin. Il s'agit, dit-il, d'une saisie déposée hier contre la propriété pour une dette impayée. Vous n'avez pas vérifié les petits caractères dans les anciens registres du comté. Votre mari devait des taxes sur sa première concession foncière, des intérêts courus, une faille, et maintenant, elle nous appartient. Nathan eut le souffle coupé. Ce n'est pas possible. Si, dit Kane, parce que nous l'avons rendu possible. Ruth s'avança. La terre est désormais consacrée. Il appartient à l'Église. Kane sourit encore plus largement. Nous avons déjà déposé une demande d'exemption. La première audience aura lieu dans 10 jours. D'ici là, vous êtes des intrus. Dawson sortit de l'ombre. Il portait un fusil en bandoulière. Si vous franchissez cette clôture, je vous mettrai dans la boue. Kane ne broncha pas. Je n'aurai pas besoin de le faire, dit-il, car dans 10 jours, un juge le fera pour moi. Il souleva son chapeau, se retourna et partit. Cette nuit-là, Ruth ne dormit pas. Elle fixait le feu, les bras autour d'elle, pensant à tout ce qu'ils avaient construit. 10 jours. C'était tout ce qu'ils avaient, à moins qu'elle ne se lève, aille au tiroir, sorte les anciennes notes de géomètre de Nathan et trouve ce qu'elle cherchait. Pas du pétrole, pas des minéraux, de l'eau, une source enfouie, profonde et pure, suffisante pour alimenter la moitié du comté si elle était correctement exploitée. Elle parcourut la page du bout des doigts. Si elle pouvait prouver que le terrain avait une valeur pour la communauté, et pas seulement un intérêt financier, peut-être pourrait-il le conserver. Peut-être pourrait-il gagner. Elle sortit, le vent froid lui fouettant les joues, et s'arrêta. La grange était en feu. Les flammes rugissaient vers le ciel. Elle hurla. Nathan sortit en titubant de la cabane, suivi des enfants. Ruth courut vers la grange, mais il était trop tard. Le foin avait pris feu. Les poutres craquaient. Le toit s'effondra. Dawson arriva à cheval quelques minutes plus tard, le visage pâle. « Ils ont frappé, dit-il, pour envoyer un message. » Ruth se tourna vers les flammes, le visage éclairé par la lueur orange, les poings serrés. « Voici notre message, dit-elle. Ils veulent la guerre. » Nathan s'approcha d'elle. Ils venèrent de l'obtenir. À l'aube, de la fumée s'élevait encore des ruines de la grange. L'odeur imprégnait tout, les vêtements, la peau, les cheveux, comme le chagrin. Ruth se tenait debout, les chevilles enfoncées dans les cendres, ratissant ce qui restait. Une boucle de brides brûlées, le cadre d'une lanterne fondue. L'ours en bois de Lévi était noirci au point d'être méconnaissable. Les animaux avaient été épargnés. Dawson et Clara avaient réussi à les faire sortir par la porte arrière à temps, mais la structure était perdue. Et ce n'était pas seulement une grange. C'était un abri, un lieu de stockage, un souvenir. Et pourtant, les enfants ne pleuraient pas. Ils regardaient en silence, les yeux écarquillés,
comme s'il comprenait quelque chose que le reste de la ville commençait seulement à saisir, qu'il n'était pas en sécurité. Plus maintenant. En milieu de matinée, Clara avait emmené les enfants en ville pour qu'ils restent chez Mel Langford. Nathan était assis sous le porche, aiguisant une hache avec une rage silencieuse, la jambe tremblante à cause d'un effort trop intense. Dawson parcourait le périmètre du ranch à cheval, scrutant les collines, son fusil toujours à portée de main. Ruth, quant à elle, étalait les notes du géomètre sur la table de la cuisine, se concentrant non pas sur le pétrole, mais sur l'eau. La source enfouie, cachée sous le ravin occidental. Elle avait été écartée il y a des années comme étant sans intérêt, trop profonde pour être accessible avec les outils existants. Mais les choses avaient changé. La sécheresse avait durci une grande partie du comté et plus d'une ferme s'était asséchée. Si Ruth pouvait prouver la présence d'une source d'eau douce durable sur des terres consacrées, rien de moins, alors le juge pourrait décider que l'intérêt de la communauté l'emportait sur toute pénurie imminente. C'était un pari risqué, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Elle avait besoin de preuves et de quelqu'un prêt à faire du bruit avec. Elle regarda Nathan, puis Dawson. « Je vais me rendre au bureau du géomètre à Willow Pass. » Elle dit, « Il y a un homme là-bas, Elton Gray. Il a travaillé cette terre il y a des années. Il s'en souviendra. »« Ça prendra 2 jours, dit Nathan. Tu ne peux pas y aller seul. »« Je n'irai pas seul, répondit Ruth. Tu viens avec moi et Dawson reste ici. » Dawson acquiesça. « Je surveillerai le ranch, mais dépêche-toi. » Kane sait que le temps joue en sa faveur. Ils firent leurs bagages avant le coucher du soleil. Ils prirent le chariot, 2 fusils et une boîte de pain de Clara. Le trajet fut lent à cause de la jambe de Nathan, mais il supporta la douleur sans se plaindre. Ils traversèrent Miller Creek après minuit. Les étoiles brillaient si fort que Ruth pouvait voir ses mains dans leur pâle lueur. Elle ne dormit pas, lui non plus. Ils roulèrent en silence, sachant que derrière eux, le sol bougeait et que devant eux, l'heure de vérité approchait. Willow Pass était plus un avant-poste qu'une ville, étirée entre 2 passages à gué et ancrée par une seule rangée de bâtiments. Elton Gray vivait au-dessus du bureau d'analyse, entouré de cartes et de biscuits rassis. Son dos était voûté, mais son esprit était toujours vif. Lorsque Ruth posa les documents devant lui, il siffla doucement. « Je me souviens de ce printemps, dit-il. On ne pouvait pas l'exploiter à l'époque, mais aujourd'hui, avec les bons creuseurs, cela pourrait changer toute la région. »« Pouvez-vous en témoigner ?» demanda Ruth. « Au tribunal. »« Avec plaisir, répondit Elton. « Mais j'ai des mandats dans 2 comtés sans rapport avec cette affaire, ajouta-t-il rapidement. « C'est tout de même vrai. » Ruth serra les lèvres. « Alors j'ai besoin d'une déclaration sous serment signée dès maintenant. » Il cligna des yeux. « Vous me faites confiance pour la rédiger. »« Je vous fais confiance pour ne pas me faire perdre mon temps, » répondit-elle. Elton sourit et se mit au travail. Ils repartirent à l'aube avec la déclaration sous serment scellée dans une sacoche en cuir. Ils arrivèrent au Ranch Ward le matin du 10e jour. L'audience était prévue à midi. La cabane était intacte, le terrain calme, mais quelque chose n'allait pas. Le cheval de Clara était attaché à la clôture, mais Dawson était introuvable. Aucun enfant ne courut à leur rencontre. Ruth se précipita à l'intérieur. La maison était vide, la table était renversée, une lampe était brisée. Nathan laissa tomber sa béquille en regardant le désordre. « Ils les ont emmenés, » murmura-t-il. Ruth se retourna. « Non, ils ne prendraient pas ce risque. »« Pas eux, » dit Clara qui venait d'apparaître derrière l'arbre. Elle était pâle et saignait d'une entaille au bras. « J'ai essayé de l'arrêter, » dit-elle. « Ils ont attaqué Dawson sur la crête et l'ont laissé inconscient. Kane a emmené les enfants. »« Où ?»« Vers l'ancienne carrière, » dit-elle. « Il a parlé d'un moyen de pression. » Ruth n'hésita pas. Elle monta sur son cheval et partit au galop. Nathan tenta de la suivre. Elle se retourna. « Non, dit-elle, va au palais de justice. Montre l'affidavit. Gagne du temps pour moi. » Il semblait indécis, mais acquiesça. Clara l'aida à monter dans le chariot et partit. Ruth galopa comme l'éclair. La carrière était creuse et grise, juste après Deadman's Hill. Elle trouva facilement les traces. Des ornières de charrettes, des empreintes de bottes, des marques de traînées, puis des voix étouffées. Elle se glissa sur la crête et regarda en bas. Barrett Kane se tenait près du bord de la carrière, un pistolet dans une main,
tenant l'épaule de Myriam de l'autre. Levi était assis, attaché à un rocher, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. « C'est ta dernière chance, » grogna Cain. « Tu cèdes ce terrain ou il passe par-dessus bord. » Ruth s'avança, le fusil levé. « Tu n'as pas le droit de les menacer. » Cain se retourna et sourit. « Ah, dit-il, la mariée hors la loi est de retour. »« J'ai une déclaration sous serment signée qui prouve l'existence de la source, » dit Ruth. « D'ici ce soir, ce terrain sera intouchable. »« Alors je n'ai rien à perdre, » dit Cain. Il poussa Myriam au moment où Ruth tirait. La balle frappa la roche derrière l'épaule de Cain, faisant voler des éclats de pierre. Il se retourna, laissant tomber son arme, et saisit son bras. Ruth courut vers lui, tira Myriam en arrière et détacha les vents. Cain se jeta sur elle. Elle lui enfonça la crosse de son fusil dans le visage, le faisant tomber à terre. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il sortit un couteau de sa botte et lui entailla le flanc. Elle poussa un cri, tituba, repoussa Myriam derrière elle. « Tu te crois spécial, » cracha Cain, ensanglanté. « Tu n'es qu'une femme de plus qui ne connaît pas sa place. »« Je sais exactement où est ma place, » dit Ruth. Puis Clara le frappa par derrière avec une branche cassée. Cain perdit connaissance. Lorsque Ruth revint au tribunal, le flanc bandé et la chemise ensanglantée, l'audience avait déjà commencé. Nathan était assis devant le juge. Elton Gray se tenait à côté de lui, une déclaration sous serment à la main. Ruth marcha droit vers l'allée, les enfants à ses côtés. Toute la salle se retourna. Elle s'approcha du banc et posa la déclaration sous serment devant le juge. « Monsieur, dit-elle d'une voix calme, cette terre recèle de l'eau, profonde et propre, suffisante pour subvenir aux besoins de bien d'autres que nous. C'est une ressource, et elle est sacrée. » Le juge Hadley lut le document. Puis il regarda Ruth. « Vous saignez, Madame Ward. »« Oui, répondit-elle, mais je ne suis pas brisée. » Il se pencha en arrière, resta silencieux pendant un long moment, puis hocha la tête. Cette cour reconnaît la déclaration sous serment. La valeur de la terre en tant que ressource pour la communauté l'emporte sur toute hypothèque en cours. La demande de Barrett Cain est invalide. Cette affaire est classée sans suite. Silence, puis applaudissements. Quelqu'un se leva, puis un autre, et la salle éclata, non pas dans le bruit, mais dans le respect. Ruth se tenait debout, les mains posées sur les épaules de ses enfants. Dehors, Nathan la rejoignit sur les marches. Il lui prit la main. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, « quand tu as remonté l'allée dans cette robe empruntée, je ne savais pas qui tu étais. » Elle le regarda. Et maintenant, il souriait. « Maintenant, je sais exactement qui tu es. » Elle se pencha vers lui. Derrière eux, Clara et Dawson riaient. Les enfants se poursuivaient dans l'herbe. La cloche du palais de justice sonnait au-dessus d'eux, claire et fière. Et quelque part dans les collines derrière le ranch, une source attendait. Pas une source de pétrole, ni d'or, mais une source de vie, pure, cachée, précieuse. Bem-vindo lá, alguma coisa assim, falou pra ele não entrar. Eita. Eu particularmente achei estranho, porque todos os fantasmas já foram parte do fluxo de Arcânia, mas... Mas enfim, É. não vem ao caso no momento. Mas sim, então o GG foi a última pessoa a ver ela. E o que o GG me falou, na maior tranquilidade do mundo, foi que a Malena tinha entrado no refluxo pra ouvir uma fofoca e ele não estava permitido pra entrar. Então, Será que na hora que ela foi pro refluxo, o Haraldo encontrou com ela e fez o que fez com ela, e aí ela tava lá dentro, tipo, pedindo ajuda pra gente? Vamos Será que, tentar tipo, a fazer com que ordem ela dos fatos responda foi meio aqui? que isso? cara, se o refluxo... Se o Haraldo conseguiu tirar ela do refluxo, o Haraldo já sabe tudo que tá acontecendo aqui. Não é muito difícil ele saber o que tá acontecendo aqui. É. Mas ele já sabe... Ele com certeza sabe das deidades se unindo, porque se ele fica no cavo, ele sabe disso. Mas ele já sabe também do refluxo, da existência do refluxo e tudo mais. Cara, Então, eu acho perigo. que. Eu acho que ele pegou ela antes de ela ir pro refluxo, porque lembra quando eu senti que ela tinha chegado e eu fui receber ela e eu não achei? Sim. Então, eu acho que ela já tava nessa condição aí. É. Ela já Que chegou lá saco. nessa condição, né? Uhum. Tava animada pra conversar com ela, que raiva. Ela tava conseguindo se comunicar por blocos igual aquela outra vez? Sim, sim. Foi. A gente fez um tabuleiro Ouija. Inclusive, você tem a lanterna aí? Pode... Aham. Bota no Aham. chão. Tá bem?
Aham. Eu acho. Processando umas informações. A gente chegou bombardeando informação, né? Desculpa, a gente nem perguntou como é que vocês estavam. Não passou Não na é água, essa, eu não acho é que ela essa, não é diminuiu. essa. Ah, não é essa Tudo bem. mesmo. Eu esqueci Ficou- qual era que ela Achou foi essa embora. Achei. Não, Trevinho, não. Não. A Nogal tá passando por uma fase difícil, Pronto. tá? Incrível. É melhor colocar a lanterna em cima, não? É verdade. É, Ah, não, mas aqui é tudo bem. Aqui a gente tá no chão. Aqui a gente fica no chão. sim. Não tem muito problema, não. É que lá a gente tava voando. Tá, então deixa assim. Calma aí. Nogal, desculpa ocupar seu espaço aqui, a gente só vai usar um dispositivo Oi. avançadíssimo de Oxe. comunicação. Ah, é porque tem uma bagulho Sim, atrás. tá Tem um bom. negócio atrás. Tem isso aqui, ó. Ah, Tem que tirar, nossa, é. que doideira. Ah, pior que é no Bota bloco pra cá. nossa, minha voz foi. Nossa, É meu no amor, que bloco cigarro de lindo. Esse cigarrinho aqui Aqui do no bloco bailão, de galera. vocês. Esse cigarrinho do bailão tava criminoso. Não é legal fumar perto do reator, viu? Opa, desculpa. Malena, você está aqui? Tá, Ê! luxo, luxo. Ok. Ok. Tá. Aham. Malena, A gente tá no caminho certo pra te ajudar? não. Fudeu, então. Puta Tá. merda. Malena, a gente tá falando com a Malena da nossa linha temporal que veio com a gente pra Montalma? Mais Aí, ou ó. menos. É. Mais ou Foi o que eu menos. tinha Peraí. perguntado. Tem É. um, tem o talvez, peraí. Ah, mas eu, talvez ela acende todos, sempre que ela aperta, talvez ela acende os outros dois também. Então tá. É verdade, eu você vou tem um botar ponto. no- É bom só um sim ou não mesmo. Vou apagar. Tá, mas pra mim, os dois acesos é tipo um mais ou menos. É. A gente tava deduzindo. É, um mais ou menos. Tá, calma. Isso é uma pergunta muito importante. Quer dizer, isso é relevante pro momento, Má? Má? Isso é relevante pro momento? A gente saber timeline, etc, etc? Mais ou menos. Tá. Mais pra mais do que pra menos. É, porque ela, às vezes ela começa pelo não e depois vai pro sim, entendeu? Aí a gente deduz isso. Tá, vamos nos comunicar dessa forma, Márcia. É mais ou menos mais pra mais do que pra menos, aí você começa pelo que é mais. Tá. Isso tem a ver com a sua ida pro cavo? Não sei. Tanto. Mais ou menos, Mais não, ou menos, mas- não tanto. Mas não tanto, deve ser. Não. Tá. O Araldo, deixa eu só. O Araldo te sequestrou antes de você chegar no refluxo? Tá. Eita. Caralho. Mas como pode, gente? Ele pega até em Waystone, esse homem? Cara, eu tô. A gente ficou assim também. Exatamente assim. Speechless, pelo que a Speechless. Yas falou. Isso. O que a gente tinha pensado é da gente procurar a Mônica pra ela abrir o portal de novo. Mas eu não sei se dá. A gente queria falar com a Clara. Tá, Malena, você tá em alguma dimensão que a gente tem acesso? Tá. Ô, véi. Tudo é assim, tá É, vendo? quando eu- Aquela, como ela faz? Uhum. É isso que Quando ela eu faz. perguntei essa, ela começou pelo amarelo. Tá, mais ou menos. É uma dimensão que a gente. Pode ser. Você tá em Arkerum? Não. Tá. Opa. Ah, desculpa.
Arker, pra mim, era um mais ou menos. Tipo, a gente tem acesso, mas a A gente não pode fã ir é e sua vir. mulher?